It's the music that we choose. 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 Le débrief avec Flavien Ziolkowski et son équipe. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le débrief. Au programme aujourd'hui, le grand match de la Ligue 1 hier soir avec Marseille qui recevait Nancy. Le dossier sur le Qatar Gate, c'était la une de France Football mardi dernier. Deux gros matchs aussi, c'est bien sûr Manchester City-Liverpool, on en reviendra avec Jackie tout à l'heure. Et Bayer, Leverkusen, Borussia, Dortmund et puis plein d'autres choses, vous verrez bien. Avec moi, comme d'habitude, Jean-Régis, salut JR. Bonjour Flavien. Tu vas bien ? Très bien, merci. Charles aussi est avec nous, salut Charles, tu vas bien ? Salut Flavien, ça va très bien, merci. Et puis Victor aussi, bonjour Victor. Salut Flavien. Et Jérémy, avec le maillot de Sochaux, le perdant du jeu de la semaine dernière. C'est au tour de Charles la semaine prochaine. Comment Merci. tu vas ? Ça va et toi ? Bah très très bien. Messieurs, une heure d'échange d'idées et d'analyse pour vous aider bien sûr à vous faire la vôtre, c'est le débrief. 23e journée de la Ligue 1 et le grand match bien sûr messieurs, c'était Marseille-Nancy hier soir. Victoire Victoire des Nancéens 1-0 sur la pelouse du Vélodrome. Un but d'André Ayew contre son camp ou de Sané, le défenseur nancéen, ça n'a pas encore été défini, on verra bien dans la semaine. À la 73e minute de jeu, c'est un but concédé bien sûr sur corner, encore une fois très bien tiré par le jeune Romain Grange. Mandanda est masqué et Ayew au deuxième poteau est surpris par la vitesse du ballon. Un match très moyen côté phocéen et très entreprenant de la part des joueurs. Ouais. Très entreprenant de la part des joueurs de Patrick Gabriel, l'entraîneur de Nancy. Nous avons les réactions d'Eli Boep, l'entraîneur de l'OM, et de sa nouvelle recrue Fouad Kadir. Écoutez. J'ai eu le sentiment qu'on n'a pas été simple dans nos transmissions, qu'on a beaucoup compliqué au lieu de jouer de première intention. Ensuite, j'ai le sentiment que Nancy est dans une situation où, sans retenue, il joue son va-tout et ça lui réussit. Il y a une grosse dynamique qui s'est mise en place depuis quelques matchs. Et on l'a ressenti, voilà. Maintenant, même par rapport à cette dynamique, on devait faire beaucoup mieux. J'aurais préféré que ça se passe autrement pour ma première. Maintenant, il va falloir relever la tête. C'est pas la fin du monde. On a perdu un match, il va falloir chercher des points à Evian-Tonon. C'est face à Nancy qui est dernier, qui gagne son premier match ce soir à l'extérieur. Après, on savait qu'ils allaient arriver ici avec les crocs. Il fallait peut-être nous aussi montrer autre chose. Donc ce soir, c'est clair, c'est une grosse désillusion. Ouais, une grosse désillusion. Marseille loupe l'occasion de rejoindre Lyon au deuxième au classement après leur défaite à Ajaccio 3-1 hier dans l'après-midi. On note l'expulsion sévère de Joey Barton à la 60e minute de jeu, on en reviendra tout à l'heure. Jérémy, on l'a dit tout à l'heure, une prestation très terne, peu emballante de Marseille. Quels ont été les problèmes selon toi ? Vous avez tous regardé le match, je vais commencer par Jérémy. Pour moi, ça a été le schéma tactique et la non-réaction d'Eli Boep sur... L'OM a pris le bouillon en première mi-temps. Pas d'accord avec la composition de départ d'avoir replacé Valbuena à gauche. Ce qui est bizarre en fait avec la composition, c'est que d'habitude ces derniers temps il terminait les matchs comme ça et que c'est vrai que l'OM était bien généralement dans ces phases-là en mettant Ayew au milieu à côté de Barton et là on pouvait se dire que ça ferait un bon match. Et bah oui, c'est quand même pas mal. Ils jouent 5 derrière Nancy et ils jouent la lanterne rouge à domicile. Heureusement qu'ils mettent Puis Grenier était très à l'aise hier. Une équipe offensive. Comme toujours contre l'OM. Puis Grenier. Et pas d'accord avec le schéma tactique. Non, oui, enfin, c'est pas. Sur le papier, c'est pas mauvais. Non, oui, sur le papier, c'est pas mauvais, mais tu vas pas mettre deux sentinelles alors que. Tu prends le bouillon pendant 45 minutes. À la mi-temps, tu te dois de reprendre un format où l'équipe est plus à l'aise. Donc le 4-2-3-1, JR n'est pas d'accord, mais il va réagir. Et au moins il y avait des certitudes. Il y avait des certitudes avec un Valbuena en 10 qui menait le jeu. Là, il est excentré côté gauche. Du coup, Valbuena, on l'a pas vu. C'est comme contre Rouen. Il l'a mis aussi à gauche. On l'a pas vu. En seconde période, il y a eu aucune réaction du banc de touche d'Eli Boep et de Franck Passy pour revenir dans le match à aucun moment. Les côtés en général, Valbuena, mais Jordan Ayew on l'a pas vu non plus à droite du tout. Non mais de toute façon toute l'équipe, aucun joueur n'a été bon ce soir, hier soir. En seconde mi-temps, André Ayew et Fouad Kadir se sont retrouvés en position de milieu défensif. Oui, c'est normal, il n'y avait pas de milieu défensif à part Jean-Régis. Moi c'est pas sur le schéma tactique, je vois plutôt un gros manque d'implication de l'OM dans le début de match et puis ensuite au fil des minutes Nancy qui prend l'ascendant psychologique. J'ai vu une tonne de matchs comme ça au Vélodrome. J'en ai vu des dizaines et des dizaines. Cette saison, c'est global dans l'histoire de l'OM. Un manque d'implication à la base parce qu'on reçoit une équipe supposée plus faible et puis voilà. Et puis finalement du non-jeu et puis
Et puis Valbuena moyen hier soir, et puis surtout l'incapacité d'Amalfitano de prendre le jeu à son compte. Et tous les créateurs de l'OM en berne. Il est sorti sur blessure, Amalfitano remplace par Fouad Kadir. Un match peu emballant pour toi, Charles? Ah bah évidemment. Hein. Déjà, l'OM Nancy, ça faisait pas rêver déjà sur le papier, mais oui. Rien d'incroyable, un très faible Marseille. Il y a que Gignac qui est sorti un peu du lot, qui a beaucoup tenté. Mandanda, parce que Mandanda il retarde un maximum. Heureusement, sans Mandanda, il y a 4-0 facile. 4-5-0. Non, côté Nancéen, c'est le petit Sané qui fait un bon match. Marseille a bien débuté le match, pourtant. En fait, moi, j'ai l'impression de voir les mêmes matchs que dernièrement en fait, pour Marseille, sauf que là, ils n'ont pas la réussite habituelle. D'habitude, ils ont 2-3 occasions par match, ils les mettent. Là, ils en ont eu quand même quelques-unes, mais à chaque fois, c'était impressionnant. On a vu Ayou qui a tiré à côté, Gignac qui a tiré à côté. Bah, du coup, forcément, ça. Non, puis Nancy qui a bien joué le coup. Ils étaient à 5 derrière. Les contres étaient rondement menés. Nancy a pas mal joué, moi, j'ai trouvé. Impressionné par les attaques nancéennes, parce que c'est vrai que. Non, mais ça joue à une touche de balle pour un dernier de Ligue 1. Non, mais hier, ils sortaient vite, ils étaient pas mal. Franchement, à la Barcelone. Ils étaient offensivement libérés, ouais. Non, mais de toute façon, ça fait comme. De toute façon, quand la base défensive est solide, les attaquants peuvent se lâcher, ils peuvent se permettre de pas revenir défendre. Et donc, les mecs, dans leur tête, ils jouent les coups à fond. Là, la base défensive n'était pas solide. C'est comme l'a toujours dit Laurent Blanc et Marcel Desailly pour la France 98. Ils ont gagné leur titre sur la base défensive. Ils savaient très bien que les Zidane, Henry, Trezeguet devant pouvaient faire ce qu'ils voulaient parce que derrière, ça tenait la baraque. Et c'est ce qui s'est passé hier avec Nancy. Même sans monter si loin. La défense marseillaise. La défense marseillaise, c'était Rod Fanny. Oui. La défense marseillaise, c'était Rod Fanny, Morel sur les côtés, puis Nkoulou. Mendes, pardon, avec Nkoulou aussi dans l'axe. Nkoulou, une bonne prestation hier soir. Ouais, moi je l'ai trouvé mieux que ces derniers temps où il avait tendance à perdre quand même quelques ballons, ce qui lui ressemble pas vu c'est quand même un défenseur très serein. Là je l'ai trouvé un petit peu mieux que. Tu parles de qui là? De Nkoulou? Ouais, de Nkoulou, ouais. Et revenons sur le fait de match quand même, parce que c'est bien sûr le carton rouge de Joey Barton. On a la réaction de Eli Bob et de Joey Barton justement. Non mais Barton, ça y est, le premier arbitre qui voulait l'expulser, ça y est, c'est arrivé. Le premier carton, il est injustifié, il n'y a pas du tout de faute. Le deuxième éventuellement dans l'engagement, mais là pareil, il s'engage sur le ballon, voilà. Je suis vraiment très déçu. Vous savez, j'ai pris mes responsabilités dans le vestiaire. Je me suis excusé vis-à-vis de mes coéquipiers. Je suis très déçu d'avoir quitté le terrain. Je ne pense pas que je méritais d'être exclu, mais l'arbitre en a décidé autrement. Joey Barton a fait une première faute. Déjà, il n'y avait pas carton jaune et bien sûr Muratori en a rajouté. Et le banc nancéen, ça s'est passé juste devant c'est la pression du banc nancéen. Après, sur le deuxième, il y a peut-être faute, mais pas carton jaune. Mais il y a faute, mais il n'y a pas carton jaune. Moi j'ai l'impression que Barton parle à l'arbitre après derrière. C'est ça. Il y a 2-3 secondes. C'est ce qu'ils ont repris aussi sur. Non, mais le plus scandaleux, c'est la déclaration d'Eli Bob là. Vincent Lagaffe sous Prozac là. Mais est-ce qu'il est sérieux le gars? Ça fait combien de temps qu'il joue Barton là à l'OM? Il a fait quand même un paquet de matchs et il est maintenant qu'il prend son premier rouge, il nous sort l'argument ça y est, le premier arbitre qui voulait se payer Barton. Non mais en même temps, arrêter ça. C'est un mythe. Il est un peu sévère. L'expulsion est très sévère. On peut quand même penser que sa réputation le précède. Voilà. Est-ce que c'est pas à cause de sa réputation justement? Et le premier carton jaune, il est imaginaire, et le deuxième, on peut mettre un jaune puisqu'il y a quand même un excès. Des arbitres peuvent mettre jaune et d'autres non. Mais là, d'engagement, mais l'expulsion, elle est injustifiée, bien que je sois le premier à vouloir des arbitres sévères, mais là c'est injustifié. Après le problème c'est que sur un joueur comme ça, c'est comme Zlatan en fait. L'arbitre, il a l'impression de faire d'oublier en fait un carton rouge ou une sanction. Il se dit que derrière il va se faire tellement fracasser dans la presse qu'il se sent limite obligé d'exclure Barton. C'est bien ce que je dis, sa réputation le précède. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage pour les joueurs stars à chaque fois de la Ligue 1 qui sont un peu. C'est ça. Un Thiago Motta, un Barton vont prendre un rouge sur ces actions-là. Mais après, je sais pas, un Valbuena, un Pastore ne prendra jamais un rouge sur ce genre d'action. Action litigieuse aussi à la fin de match, Gignac. Penalty. Il y a clairement penalty. Penalty pour toi, Jérémy. Oui. En tout cas, il y a un choc sur la jambe d'appui. Il y a un choc. Après, il a dû penser qu'il se laissait plus tomber qu'autre chose. Il restait 2 voire 3 minutes de match. C'est peut-être pas trop dur pour l'arbitre de siffler penalty à ce moment-là. Mais non, mais ça m'énerve. Il n'y a pas besoin de voir le temps. S'il y a penalty, il y a penalty. Quelle que soit la minute. C'est bête, c'est comme les dernières avec Brandao qui part seul au but au bout de 30 secondes de jeu face à Brest. Il se fait faucher. C'était Martial qui reconnaît ensuite qu'il n'avait même pas joué le ballon et qu'il avait voulu
clairement fauché Brandao. L'arbitre, non, je chiffre pas penalty en début de match. Ah bah oui, s'il y a pas penalty en début de match alors que la faute est flagrante, bah écoutez, Après, j'ai déjà entendu des gens qui disaient qu'exclure Barthez en début de match à Valence, c'était aussi un peu tôt, mais bon. Rapidement, oui, après c'est là où non mais c'est vrai que c'est là où ils ont commencé à parler de la double peine, d'arrêter de mettre un rouge et un penalty systématique. Les prestations de Kadir et Sougou, bon, ils sont rentrés en fin de match. On va poursuivre ça, on va observer ça pour la semaine prochaine. Matchs, je pense, hein. Oui, parce que c'était compliqué. Nancy, bon, on le sait, a montré un beau jeu. Ils peuvent se sauver selon vous? Un beau jeu. S'ils continuent comme ça, 5 points, je crois là. Moi, je l'ai trouvé pas trop mal, mais après, faut voir. C'est aussi contre l'OM au Vélodrome, c'est plus facile de jouer comme ça, quoi. Non, mais le truc, c'est qu'ils réitèrent la même performance que contre Nancy en Coupe de France. Contre quelqu'un d'autre en Coupe de France. Contre Nice, pardon. Voilà, je voulais dire Nice, et c'est exactement pareil. J'ai regardé le match, c'est exactement la même. Les tops et les flops. Qui as-tu apprécié un joueur marquant? Chez les Nancéens, Grange, que j'ai trouvé particulièrement véloce, efficace. La résurrection de Puy-Grenier, puisque hier soir il a quand même fait un match correct, moi j'ai trouvé. Après, plus globalement, tout le collectif nancéen, moi que j'ai trouvé. C'est Sané, c'est Sané. Sané aussi, puis le trio aussi, Romain Grange, Allo Foulou, Jamel Bakar, qui a mis en difficulté quand même la défense. Allo Foulou est pas mal, c'est bizarre, hein, mais c'est aussi une résurrection en fait. Enfin, ils revivent tous. Ils ont manqué d'efficacité. C'est quand même très bizarre pour Nancy, parce que là, au mercato, ils ont vendu un maximum et ils avaient dit qu'ils préparaient la Ligue 2. Hein. Même les joueurs et l'entraîneur, ils sont libérés. Puis Grenier l'avait dit en conférence de presse. Ils ont reconnu quoi. Et donc là, ils sont plus. Ils ont plus rien à perdre. Ils ont plus rien à perdre. Ils ont 18 points, ils sont 19e, ils sont plus qu'à 4 longueurs d'avance sur le dernier non relégable. Jean-Régis, le flop, le joueur qui t'a... Amalfitano, ce milieu de terrain qui était censé seconder Valbuena dans l'animation du jeu marseillais. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il c'est un joueur surcoté, qu'il n'a pas les capacités de prendre tout un collectif, un jeu offensif à son compte. Et Jérémy ? Oui, c'est un milieu à 3, hein, donc Barton dans l'axe, Amalfitano à droite et André Ayew à gauche. Amalfitano, on le retrouvait un coup à droite, un coup en position d'attaquant, un coup dans l'axe et un coup à gauche et ainsi de suite. Il n'a jamais tenu son poste, à aucun moment. Et il a été bon quand il a repris son poste du 4-2-3-1, c'est-à-dire sur le côté à provoquer et à centrer. Voilà. Barça n'a pas été bon non plus aussi, je trouve. En dehors de son expulsion, mais sur Marseille n'a pas été bon. Mais je pense pas qu'il soit fait pour être 6 tout seul comme ça. Il y en a aucun à part Gignac et Mandanda. Il est en permanence en train de dézonner Barton. Il va tout le temps aux avant-postes et il laisse toujours la défense. En tout cas, ça va faire du bruit du côté marseillais cette semaine. Au classement, Paris reste leader avec 3 points d'avance sur Lyon. Lyon qui a 45 points. Marseille, bien sûr, reste 3ème. Pour cause de problèmes techniques, nous retrouverons Charles Matorez lundi prochain pour Parole de supporters. Impatient d'être lundi. Tu seras là ? Oui, bien sûr, je serai là. Je suis désolé, j'ai un petit problème. Il n'y a aucun souci. L'affaire de la semaine, je vous l'ai dit, c'est le mercato qui s'est terminé dans la nuit. Et le but de David Bellion. Ouais, l'affaire de la semaine. Aussi, ouais. Le mercato qui s'est terminé dans la nuit, donc je disais de jeudi à vendredi, bien sûr, on va en parler, c'est l'arrivée de David Beckham. Le nouveau numéro 32 parisien ne jouera pas avant 2 à 3 semaines. Le projet sportif est-il intéressant pour le PSG ? On sait très bien que du côté marketing, c'est une très belle affaire. Donc là, on va parler football. Première question, va-t-il jouer beaucoup au sein de la formation parisienne ? Va-t-il trouver sa place, Victor ? Bah écoute, ça on va bien voir. En même temps, ça va dépendre aussi des blessures des autres joueurs, de la forme également des autres milieux, quoi, des suspensions de Thiago Motta, Verratti. Je pense qu'il aura l'occasion de jouer, hein, ça, il n'y a pas de souci. Après, sur son niveau de jeu, ça on verra. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein, comme j'ai déjà dit, Beckham, c'est un peu comme Giggs ou Scholes. Ils ont été formés à la même école à Manchester United et les deux, on voit qu'ils cartonnent toujours autant à Manchester United, qui est un niveau autrement plus élevé que la Ligue 1 à mon goût, quoi. Ancelotti a entraîné David Beckham pendant 2 saisons. Enfin, 2 saisons. Oui, pendant 2 saisons saisons à Milan, mais aussi, donc y a pas de souci là-dessus, David Beckham s'est entraîné aussi avec Zlatan. C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Du côté sportif, j'insiste bien. À quelle place va-t-il jouer, Jean-Régis ? La place à laquelle il va jouer, je peux pas vraiment te le dire. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est qu'il pourra être très utile sur quelques matchs. Je pense pas qu'il joue beaucoup de matchs. À mon avis, il va jouer un match sur 2 et à peu près la moitié des matchs sur lesquels il va jouer. Donc il sera très utile pour seconder, pour distribuer, pour asseoir le milieu de terrain. En même temps, sa présence, moi je la pense pas indispensable, mais s'il est là, pourquoi pas. Maintenant qu'il est là, pourquoi pas le faire jouer. Vu qu'on a de la thune. Il ne sera pas là contre le match de Valence mardi 12 février, donc la semaine prochaine. Il fera quand même le déplacement apparemment. De la semaine prochaine. Il va peut-être commencer à jouer à Bonal. Inauguration pour ça va lui faire curieux. Pour les gens de ça va lui faire tout le Ça va entrer. Oui, c'est vrai. Une bonne nouvelle pour toi, Jérémy. Pour la Ligue 1,
Pour la Ligue 1, oui, clairement. Comme ça, enfin, on peut prouver que les clubs français peuvent attirer des grands joueurs comme David Beckham, même s'il est en fin de carrière. Ça va peut-être après amener des joueurs un petit peu plus forts, des top players à rejoindre des équipes comme Lyon, Marseille et contester le titre au PSG chaque année. Pense. Ouais. Pour tous les joueurs de la Ligue 1, c'est quand même un rêve. Enfin, ils sont pleins à l'avoir dit, quoi. Ah oui, sur Twitter, c'était la fête. Jouer contre Beckham. Et je voulais dire un truc quand même, parce qu'il y a quand même un truc qui commence à me gonfler. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui commence à me gonfler. C'est que, imaginez, demain, il y a quelqu'un qui arrive en France, parce qu'il y en a encore qui commencent à critiquer le fait, les dépenses qatari. Donc on sait qu'il touche pas son salaire, c'est reversé à des associations caritatives. 800 000 euros par mois d'après ce salaire, mais il touchera un salaire complémentaire. 800 000 euros par mois. Et donc, il y en a qui disent encore que c'est indécent de dépenser des sommes pareilles pour un joueur de football. Mais c'est-à-dire que si demain, il y a un mec qui arrive, qui te dit je vais te donner, je crois que c'est un truc comme 14 millions d'euros. Oui. C'est un mec qui met 14 briques, comme ça, à un inconnu, pour des œuvres caritatives, c'est un dieu, le gars. Et là, en plus, on donne 14 millions d'euros pour des œuvres caritatives. Et en plus, on t'offre la possibilité de voir un des plus grands joueurs de l'histoire du football jouer dans notre championnat. Et il y a des mecs qui gueulent encore. Non mais... Où est-ce qu'on vit, quoi. Frédéric Thierry a réagi que c'était vraiment une très bonne nouvelle. Juste, si je peux interrompre, ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, quand Beckham allait arriver, t'as tous les médias et d'ailleurs l'opinion publique qui a crié oui, tous ces millions qu'on va le payer, c'est un scandale et tout. Et là cette année, il arrive, il donne son salaire et bon, t'as quand même les critiques. Donc bon, quoi que le Paris Saint-Germain fasse, ils seront et le problème des égos, parce qu'Ibrahimovic, on le sait, il aime bien se retrouver. Moi, je suis là. Il a d'ailleurs rencontré sa marionnette des Guignols dans la semaine. Jean-Régis, va-t-il y avoir un problème des égos? Parce que Beckham est quelqu'un de très professionnel et de très classe. Je crois pas que ce soit Beckham qui crée plus de problèmes là-dessus. À mon avis, il sera plus facteur de stabilité et de professionnalisme à outrance dans le vestiaire. Il s'est souvent mis au service de l'équipe, au Real de Madrid. C'est là où il a été replacé en 6 à la récupération avec Makelele notamment. Et comment Grafsen aussi. Oui, après Grafsen. Et offensivement, il apportait quasiment plus rien à part ses centres et ses coups de pied arrêtés. Il laissait carrément la starification à Figo, à Ronaldo, à Zidane. On suivra ça dans les jours à venir, dans les semaines à venir plutôt, parce que là il va faire 2 semaines intensives avec le Paris Saint-Germain et un préparateur physique. Peut-être une première à Bonal. Pendant ce temps-là, il y a Bonnemer qui a été prêté à Saint-Etienne du côté du Paris Saint-Germain toujours. Rabiot aussi prêté à Toulouse. Les 2 joueurs sans option d'achat, et Mohamed Sissoko qui est à la CAN avec le Mali en demi-finale, qui a été prêté à la Fiorentina avec option d'achat. Donc je pense que Mohamed Sissoko va s'engager l'été prochain avec la Fiorentina. Un contrat de 4 ans normalement est attendu. Et puis je voulais qu'on parle aussi du transfert de Balotelli du côté de Milan. Il a inscrit un doublé hier de l'Unizé. Berlusconi a dit que c'était une pomme pourrie. Donc est-ce un vrai renfort ou une pomme pourrie d'après vous? Je vais commencer par Charles. Du côté de Balotelli. Du côté de Balotelli, on peut voir hier qu'il a fait un bon match. C'était le meilleur sur le terrain. De loin. Après, c'est toujours le même problème. Enfin, on va pas les redire la même chose qu'on dit à chaque fois sur Balotelli. Est-ce que quelqu'un va enfin réussir à. Il est irrégulier, quoi. Il est régulier tout le temps. Ouais, mais je pense qu'il se comportera pas à Milan comme il se comportait à Manchester. Mais ça, j'en sais rien. Son club de cœur. Là, c'est Berlusconi, le patron. Et c'est il a pas intérêt à bouger d'une oreille. C'est une tête brûlée, il s'en fout, le gars. Il s'en fout complètement. Comme on l'a vu, mec, je suis pas sûr, j'attends de voir. Avec l'équipe d'Italie, c'est pareil, il a le cœur qui parle pour lui et du coup, il joue beaucoup mieux, quoi. Enfin, il est beaucoup plus impliqué, il est un peu plus régulier, quoi. Ouais, jusqu'au premier clash, mais c'est toujours comme ça. Ouais, on verra. L'attaque de feu du Milan, Mbaye Niang, le trio de crête, Mbaye Niang, El Shaarawy et puis Balotelli, des beaux jours à venir. Il ne jouera pas la Ligue des Champions. Bien sûr, mais ils s'entendent bien avec El Shaarawy. En Serie A, ils peuvent rattraper la Juventus de Turin. Ils sont à 4 points. Ouais. Donc il y a une remontée qui est spectaculaire. La Juve, moi, m'inquiète un petit peu là ces dernières journées. Donc tout reste ouvert en Italie encore. Naples est bien remonté avec ces 2 points. Ouais. D'accord, on verra ça dans la semaine. Le débrief, vous le savez, c'est aussi de la musique. On fait une petite pause et on se retrouve après Florida, Good Feeling. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Don't stop
till we get enough. You's a pretty young thing and I'm dangerous. It don't matter if you're black or white, gotta come together working day and night. So get on the floor, we invincible, we unbreakable, yeah. Now stop till the break of dawn, wanna rock with you, so get off the wall. Even though the king is gone, the beat goes on and on. That's right. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Come on, come on. Right now the king is gone, but the beat goes on and on. Let me hear you say, even though the king is gone, the beat goes on and on. Michael Jackson. Michael Jackson. Dance all night, lose your mind. One more time, even though the king is gone. Dance all night, lose your mind. One more time, the beat goes on and on, yeah. Dance all night, the king is gone. Lose your mind, the beat goes on. One more time, even though the king is gone. Dance all night, the king is gone. Lose your mind, the beat goes on. One more time, the beat goes on and on, yeah. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Come on, sing it with me. Even though the king is gone, the beat goes on and on. A little louder. Even though the king is gone, the beat goes on and on. I can't hear ya. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Cache Michael Jackson dans les briefs. Gerrard! Stunning! Traffic run by Ben Arthur. He could go all the way. He has gone all the way. Another sensational goal. C'était la 25e journée de Première Ligue et bien sûr le gros match c'était City qui recevait les Reds de Liverpool. Score final, 2 buts partout, ouverture du score d'Edin Dzeko à la 23e minute, égalisation de Sturridge d'une très belle frappe tendue à la 29e minute de jeu. Gerrard donne bien sûr l'avantage aux siens sur une volée mais magnifique dont lui seul a le secret. Et Agüero égalise 5 minutes plus tard. Jackie, tu nous as rejoint, bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Content de la prestation de Liverpool ? Content, très content même de la prestation et très, très déçu aussi du résultat. Au vu du match, on mérite clairement de gagner. Liverpool mérite clairement de gagner. Alors juste une question, pouvait-il bien sûr l'emporter sur la pelouse de l'Etihad et qu'est-ce qui lui a manqué justement ? Je vais commencer par toi. Il lui a manqué ce brin de réussite qui leur manque depuis le début de la saison, ce brin d'erreur qu'ils font très clairement à beaucoup de leurs rencontres. Je veux dire, City a été bougé comme rarement chez lui, mais je les ai vus même plus bouger que lors du derby contre United en début d'année. Reina a fait une grosse boulette, Liverpool a été plein de maîtrise sur tout le match. City s'est pas montré très dangereux, à part avec une frappe d'Agüero en tout début de match. Agüero ou Silva, je me rappelle plus. Mais Liverpool a maîtrisé son sujet, était très très bon collectivement. Deuxième match nul en une semaine après le nul concédé à Arsenal. Et contre Arsenal, c'est pareil. Liverpool mène 2-0 et ils se font égaliser en 3 minutes. Donc voilà. Une sortie de Pepe Reina complètement ratée. Ouais, il part vraiment à la fraise. Hein, là, c'est même plus des champignons, là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il va faire pourquoi va-t-il sortir d'après vous ? C'est impossible de savoir ce qui lui passe par la tête. Agüero part dans le dos Skrtel, il est excentré. Skrtel revient sur lui, il est fermé. Il y a Agger qui peut revenir couvrir derrière avec Agger qui reste dans l'axe. Il y a pratiquement aucun danger. Et cette sortie, il a fait une grosse erreur, hein, tout simplement. Il a mal apprécié la situation de jeu. Agüero de la chance ou il en faut et beaucoup de talent. Faut de l'audace. Faut vraiment de l'audace. Quand même de la maîtrise. Il regarde pas le but. Hein. Il regarde pas le but. Il sait directement où il est. En une touche de balle, bim. Il est magnifique. On peut dire que Reina a sauvé City du coup. Ah oui, mais le match il est pour Reina. Clairement. Si Reina ne fait pas cette sortie, Liverpool gagne le match. Oui. On est pratiquement là. Une frappe de Sturridge vers la 85e. Ça n'a rien à voir. Une frappe de Sturridge à la 85e, un pointu qui est sauvé limite par Hart encore. Hein. Donc Liverpool, même après cette égalisation, avait encore beaucoup d'occasions. L'homme du match, Sturridge. Oui, Sturridge. Il regarde bien depuis qu'il arrive à Liverpool. Je sais pas s'il a perdu un ballon du match. Et du coup, Luis Suarez arrive à. Ouais, ça combine les deux, ça va à 2000 devant. C'est un régal hein, pour les supporters de Liverpool. C'est vraiment plaisant. C'est le joueur qui manquait à Liverpool depuis le début de la saison. De toute façon, un joueur en pointe. Il donne de la profondeur, il fait des appels de malade, il court. Je crois qu'il court le 100 mètres en 12 secondes et demie. Donc, il va vite, il est costaud dans ses prises de balles. Et même dans la percussion, il a fait très mal à Manchester City. Par contre, Manchester City, faible comme jamais. Beaucoup de mal à jouer contre les grosses équipes du Big Four. À domicile cette année, ils ont perdu contre Manchester United, ils ont fait un partout contre Arsenal et là 2-2 contre Liverpool. Il leur manquait les deux Touré et compagnie aussi. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de mal. Ouais. Manchester City dit adieu au titre.
9 points. Oui, mais même si on sait jamais ce qui peut se passer dans un championnat, ça va vraiment être très très dur pour City de revenir, à part s'il y a un gros déclin de United, mais sinon pour moi c'est joué. Un avion qui s'écrase éventuellement. Ça c'est pas beau. C'est pas gentil. On leur C'est souhaiterait pas fable. bien entendu. Samir Nasri qui disparaît complètement de la feuille de match de Il City. était malade. Même malade, on le voit plus depuis plusieurs semaines. Il était titulaire C'est inquiétant pour lui ou pas? Je sais pas, il était titulaire à Queen's Park et là apparemment il est tombé malade, c'est pour ça qu'il a pas joué, il est rentré en fin de match. Je sais pas du tout. Enfin, il fait quand même une saison très très moyenne. Ouais. Et je pense qu'il arrive en fin de cycle à Manchester. D'ailleurs, on commence à comme à beaucoup l'annoncer un peu ailleurs. Non, genre, c'est comme beaucoup de joueurs, je pense. Ouais, comme beaucoup de joueurs. Et puis c'est un club qui doit renouveler, à mon avis, au moins 30% de son effectif. Exactement, parce que déjà. Le but de Steven Gerrard, on va dire, ça fait plaisir de revoir un but comme ça Puis à la classique. Ligue des Champions. C'est un joueur qui va rester éternellement à Liverpool. Oui, c'est Steven Gerrard, ça ne partira pas. Pas comme Frank Lampard de Chelsea. J'ai des doutes parce que franchement, ce but qu'il met Lampard aussi, Ouais, il met un bijou encore. On a encore un bijou contre Newcastle, 3-2 de la victoire de Newcastle avec bien sûr un doublé de Momo Sissoko. Moussa Sissoko, pas Momo. Moussa Oui, Sissoko. on peut l'appeler Momo. Non, on est intime. Mais oui, Gerrard, Liverpool qui se rapproche de Arsenal à la 7ème place, 36 points. Peut-être la Ligue Europa, voire la Ligue des Champions, Le c'est calcul est possible. simple pour Liverpool. Ils ont joué Arsenal, City et United à l'extérieur. Ils doivent recevoir Tottenham, Chelsea et Everton, des concurrents directs Avec l'effectif qu'ils à ont, la c'est course à la possible ou Champions pas? League. Vu comme ils ont joué contre City et vu la première heure de jeu contre Arsenal, pour moi c'est possible. L'apport de Sturridge. On sait pas ce qui peut se passer dans cette équipe depuis quelques matchs. Je pense que c'est l'apport de s'ils restent sur cette dynamique, et c'est vrai que l'apport de Sturridge est énorme. Ils peuvent recoller, je pense, à Everton et Tottenham. Ouais. Ils sont plus qu'à 9 points de la 4ème place. Mais par rapport à l'Europa League, on sait comment ils vont jouer. Enfin, s'ils ont du banc, ils comptent la jouer plus que ça ou pas. Enfin, je sais que c'est pas un club français, hein, mais Ils verront ils vont la jouer. Ils ont des bons jeunes en Europa. Ils tombent contre qui en Europa League, d'ailleurs Ils sont ils jouent le Zénith. Match aller c'est jouable, en Russie et jouable cette retour à saison. Anfield. Jouable mais compliqué. Ouais. Ils peuvent faire quelque chose en Ligue Europa cette année? C'est possible, ouais. Il y a Chelsea qui a été ouais, il y a reversé, Chelsea, il n'y a pas que Chelsea. Il y a Bordeaux, il y a Tottenham, il y a Bordeaux. Il y a Lyon. Voilà, ça on sait pas. Je pense que ils joueront plus l'Europa League si ça se tue en championnat et que cette 4ème place n'est plus accessible. Ouais, Manchester City peut dire adieu au titre, peut-être. On verra ça dans les semaines à suivre. Manchester City compte désormais bien sûr 9 longueurs d'avance sur les Citizens. City se déplacera à Southampton et Liverpool accueillera West Bromwich Albion lors de la prochaine journée. Liverpool qui recevra WBA lundi prochain. Ah, c'est du lourd. Donc, West Bromwich. Lundi, un match difficile selon toi? À Anfield récemment ça a été très bon. Il y a des 3-0, des 5-0, des 4-0. Donc un match à la portée de Liverpool qui se doivent de gagner. D'accord, on verra ça dans les prochains jours. Le débrief, c'est aussi des coups de gueule et des coups de cœur. C'est l'humeur de la semaine par Victor. Right about now, the funk soul brother, check it out now. Victor, l'humeur de la semaine. Right about now. Alors, quel joueur, quelle équipe va prendre cher aujourd'hui, Victor? Alors, mon cher Flavien, moi je vais commencer par te rendre un petit hommage quand même. Merci beaucoup. Donc, je sais que tu as été très atteint hier soir par les rires cruels du CFC à l'encontre de Valbuena et de sa petite taille. Oui, très marrant. Je vous invite à aller voir. Ça tourne sur YouTube. Moi je tenais à m'excuser parce que quand même je sais que c'est assez difficile pour toi et toutes ces personnes qui n'ont jamais pu atteindre le placard à confiture ou même faire un tour de Space Mountain. Y compris Jacques. Ouais, c'est vrai. J'ai de la marge encore. Je crois que vous êtes obligé de rouler en Renault Twizy d'ailleurs, sinon vous atteignez pas les pédales, mais bon. En tout cas, on est tout cœur avec toi, Flavien. Donc Valbuena qui était moqué donc hier soir. Après, je regardais le Super Bowl. J'ai imaginé Valbuena quand même qui rentrait sur le terrain. Bon, alors avec l'armure déjà, je pense qu'il ressemblerait avec Carapuce un peu. Vu les sauts qu'il fait déjà quand il est contré par Jael Bakar ou un autre mec normal. Imaginez Valbuena foncer sur un cohesse de 120 kg et se faire bloquer et envoyer dans les airs. Bon, je pense que là, il y aurait le nouveau record du monde de lancer de nain qui serait battu. Donc, Mathieu, reste-en foot. Hein. Alors, toujours sur OM Nancy, hier soir, j'ai remarqué qu'ils avaient foutu Sopalin sur les maillots de Nancy. Bon, en même temps, si vous avez déjà vu les pubs Sopalin, en général, pour nous convaincre que ça ne joue bien, ils les foutent sur les trucs les plus dégueulasses possibles. Donc, bon, le maillot de Nancy, c'était bien joué. Avant le match, on a pu voir une interview de Jordan Ayew qui revenait sur son tempérament et sa tendance à devenir agressif. Donc, à ce propos, il a déclaré, je cite, « Quand mes fils se touchent, je peux faire des trucs, je me rends pas compte. » Donc déjà, il y a une première nouvelle, c'est que les fils de Jordan Ayew se touchent parfois. Mais alors, à ce moment-là, il comprend plus, ça devient vraiment peut-être un génie en fait. Il vient d'ouvrir, non? C'est ça, on sait pas, mais Jordan Ayew a déjà guéri le cancer et trouvé le remplaçant du pétrole.
Non, Tania Petrol, ce n'est pas un joueur bulgare. Enfin, pour terminer, je me suis posé un problème de dirigeant. Donc la semaine dernière, les supporters parisiens qui auraient chanté dans les tribunes pendant PSG Hill, mais ils sont où les consanguins. Donc bon, c'est pas la première fois que les supporters parisiens s'en prennent contre Lens, voilà, c'est ça. Donc, ça m'a paru compliqué pour eux de se défendre, donc je me suis dit mais comment ils vont faire. Et je me suis dit à Lyon, ils ont sorti une application pour se tirer de ce genre de situation, c'est l'IOLAS. Donc j'ai testé, je suis d'insérer donc une citation dedans. Donc emmenez-moi à Geoffroy Guichard, emmenez-moi au pays des bâtards, ça te sort tout de suite. Bâtard, mais ce n'est pas une insulte, voyons, c'est juste un enfant que le père n'a pas reconnu. Oui, bon, ça marche bien. Donc du coup, j'ai essayé aussi avec la bonne mère. Bon, la bonne mère a beaucoup d'amants, je vois pas en quoi c'est un crime de le noter, c'est plutôt flatteur pour elle. Bon, la bonne mère est une. Ouais, bon. C'est pas ce champ honnête. Donc du coup, j'ai rentré donc, les Lillois, les consanguins là. Et du coup, la réponse est sortie tout de suite. Les Lillois sont dans le stade. Les Parisiens demandent où sont les consanguins. C'est bien la preuve qu'ils ne les insultent pas, mais qu'ils les recherchent activement des Lensois. Donc problème résolu. Merci et à la semaine prochaine. Bravo, merci Victor. On te retrouve la semaine prochaine en forme. Très en forme aujourd'hui. Ça va. Malgré le Super Bowl et des 2 heures de sommeil. On va passer au dossier du football et le dossier de la semaine qui fait polémique. C'est la une de France Football mardi dernier. L'hebdomadaire évoque un possible Qatargate. Il y aurait des arrangements et corruptions pour l'attribution du mondial 2022 par la FIFA au Qatar. Surprise. L'enquête s'étale sur 16 pages. Reportage. 2 décembre 2010, la FIFA attribue la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Selon France Football, ce vote révèle de nombreuses zones d'ombre. Parmi les témoignages de personnages clés, ce mail adressé en mai 2011 à son vice-président par Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA. Ils ont acheté le mondial 2022. Autre témoin, Guido Tognoni, ancien de la FIFA, brise le silence. Il y a une vraie culture de la corruption au sein de la FIFA, comme une petite mafia, dit-il. Certains, comme le conseiller privé de Sepp Blatter, connaissaient même le résultat du vote 15 jours avant. Le Qatar n'aurait pas respecté le cahier des charges. D'importantes sommes d'argent dépensées éveillent les soupçons, comme ces 33,75 millions d'euros pour le budget de la candidature en 2010. Toujours selon le journal, la France ne serait pas restée à l'écart. Une réunion secrète se serait tenue en novembre 2010 à l'Elysée, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, avec le prince du Qatar, Michel Platini ou encore Sébastien Bazin, à l'époque propriétaire du PSG. Au cœur de la réunion, le rachat du club par les Qataris et la création d'une chaîne de sport pour concurrencer Canal+. Le tout en échange d'une promesse, que Michel Platini ne donne pas sa voix aux États-Unis comme il l'avait envisagé, mais au Qatar. Le président de l'UEFA a réagi par communiqué. J'ai toujours déclaré publiquement que j'avais voté en décembre 2010 pour Russie 2018 et Qatar 2022. J'avais aussi révélé que quelques semaines avant le vote, j'avais été convié par Nicolas Sarkozy à un dîner à l'Elysée. Le président Sarkozy ne se serait jamais permis de me demander de voter pour Qatar 2022 car il sait que je suis un homme libre. Dans cette enquête, il manque bien sûr des preuves. C'est ce que tente d'obtenir Michael Garcia, cet Américain de la commission d'éthique de la FIFA, entouré d'anciens du FBI et de la CIA. Un scandale qui est parvenu cette semaine, on évoque bien sûr avec un arrangement entre l'Émirat, donc le prince Al Thani et la FIFA, puis ainsi qu'une réunion secrète à l'Élysée, comme on vient de vous le dire, sur l'attribution de la compétition en novembre 2010. Et puis le président de la fédération asiatique aussi, Ben Haman, a radié en décembre dernier, aurait été approché pour permettre au Qatar d'avoir l'attribution des droits. On parle d'un nouveau vote. Déjà, un gros scandale, je voudrais avoir vos réactions. Jean-Régis c'est l'histoire. Surpris Non, parce que ces attributions de grandes compétitions internationales, ça obéit toujours au même schéma, du lobbying, des réunions, des groupes d'intérêt, Donc bon, on découvre ça, mais... La question qu'on peut se poser, à mon avis, c'est pourquoi ça sort et pourquoi dans France Football. D'habitude, il y a toujours des suspicions pour pas mal de journalistes anglais, et là, ils ont été chercher leurs sources justement en Angleterre, parce que les Anglais sont les pros pour taper sur la FIFA, vu qu'ils les aiment pas trop. Et moi, du coup, on se demande pourquoi France Football sort ça d'un coup, alors qu'en plus, la FIFA, avant, c'était leur partenaire pour le Ballon d'Or, et qu'ils s'étaient depuis 2 saisons seulement. Mais du coup, je crois qu'ils ont quelques soucis par rapport à ce ticket Ballon d'Or FIFA, Ballon d'Or France Football. Ils sont pas très heureux de la façon dont c'est traité. Et bon, c'est un peu une façon de revendiquer ça. Je pense qu'ils ont dû le faire en interne, mais ça a pas marché. Donc là, ils balancent tout, quoi. Mais bon, à mon avis, c'est pas une surprise. Ça arrive à chaque événement de cette ampleur. L'attribution de l'Euro 2016, je pense pas forcément que ce soit non plus totalement tout à fait propre.
Déjà, l'Allemagne, pour l'organisation de la Coupe du Monde féminine, avait dit à la France, vous retirez, donc, parce que la France avait aussi posé une candidature pour cette organisation-là. L'Allemagne avait dit, si vous vous retirez de la compétition, on votera pour vous pour l'Euro 2016. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. Si je peux juste revenir, c'est un gros scandale pour la FIFA quand même. Si je peux juste revenir sur un point, en fait, France Football est en train de nous convaincre que les Qataris ont racheté le Paris Saint-Germain, ont créé beIN Sport juste pour avoir la voix de Platini. Donc, c'est-à-dire que vu le nombre de voix qu'il faut avoir pour gagner une élection, ils ont dû en faire de la corruption. Ce que tu oublies, c'est que Platini, en tant que président de la FIFA, il en a des bras. Et s'il a eu sa voix, c'est qu'il en a influencé plus d'un. Moi, sur ce que je vais dire, je veux pas qu'on me traite de raciste, mais qu'est-ce qu'apporte le Qatar en ce moment? De l'argent. Oui, de l'argent, je suis d'accord, mais en football. Bah, rien du tout. Rien du tout. Là, ça vient de sortir, ça nous apporte un truc de corruption. Ça nous rapporte, je cite Manchester City, des tickets des billets de stade qui s'enflamment, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Plus 712% d'augmentation. Ça, il n'y a pas que le Qatar. Non, il n'y a pas que le Qatar. Mais ça y contribue. Des prix des places depuis 1989. Un rachat d'une chaîne de télé qui augmente le prix de l'abonnement sportif. Vrai ou pas? Donc voilà, oui, il faut. En France? Oui, en France. Bah, c'est à 11 € maintenant par. C'est à 11 €, avant c'était à 8. Mais pas. Non. Oui. Canal+. On va revenir par rapport à la FIFA. C'est très grave pour Sepp Blatter quand même. Parce qu'il est président de la FIFA d'avoir. Non, mais on a l'impression que ça vient d'Aric, que c'est tout nouveau. D'ailleurs, il y a des suspicions aussi. La commission qui va être faite avec Michael Garcia, qui va commencer le 12 juillet 2013. Ancien Interpol. Hein. Oui, ancien vice-président d'Interpol. Oui, voilà. Ils vont aussi enquêter sur l'attribution pour la Russie. Voilà, d'une, mais après on a l'impression que c'est tout nouveau. Ouais, alors que ce genre de choses. Non. Mais c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde et ça existe aussi. Les Jeux Olympiques avec le lobbying anglais, tout le monde le sait. Enfin voilà. Parce que d'ailleurs, pour l'attribution, le Brésil qui a les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde d'affilée, je pense qu'ils ont absolument pas triché là-dessus. Quoi. Non, faut arrêter de croire que le football ou toutes les grandes institutions, c'est tout beau tout rose et que le vote est. Que le vote est clair, c'est n'importe quoi. Non, on parle d'un nouveau vote du coup pour en remplacer le pays organisateur. Je pense pas que ça se fera. Non. Vous le pensez pour... Non, parce que les enjeux sont trop importants. Il y a déjà des chantiers qui commencent à être engagés au Qatar. Et puis en plus, réellement, si on se retourne dans l'histoire de l'attribution des grandes compétitions internationales, c'est quelque chose de systématique. De la corruption, de cadeaux, du lobbying, des intérêts entremêlés, des intérêts politiques mélangés à des intérêts économiques. On est dans la plus pure tradition. Il y a quelque chose qui passe au second plan. C'est nous, c'est les fans de football, c'est les joueurs de football qui vont aller disputer une compétition internationale, la plus belle des compétitions internationales, à 50 degrés dans des stades climatisés. Ça, c'est vrai et justement, ça veut rien dire. Ça veut juste rien dire. Mais sinon, il y a une autre question, c'est qui aurait les moyens d'organiser une Coupe du Monde en 2022 à part la Russie Les ou Américains le Qatar, se sont positionnés dessus. Il y a du monde. Les Américains se sont positionnés. Je suis pas si sûr. Au niveau sponsoring, il y a du monde. Quand tu vois que l'euro est obligé de se délocaliser dans plusieurs villes d'Europe parce que ça coûte trop cher à organiser, moi je suis pas sûr de ça. C'est un fantasme de Platini. Il y a du monde. C'est la Coupe du Monde. Tu parlais tout à l'heure de la ferveur, bien sûr, de ça. Il y a une info très importante qui vient de sortir dans l'équipe ce matin. Un réseau criminel soupçonné d'avoir truqué 380 matchs dont des rencontres de Ligue des Champions et de qualification pour la Coupe du Monde. Il y a un match Europol assure que 425 arbitres, j'ai mis 425 arbitres, dirigeants de clubs et joueurs sont soupçonnés d'avoir pris part au trucage des matchs. Ah bah voilà, qu'est-ce que c'est que cette folie? Qu'est-ce que c'est de ces folies? On va en savoir plus dans la journée. C'est la folie, c'est peut-être les erreurs d'arbitrage sur lesquels on pleure, nous en tant que fans de foot. C'est énorme, 380 je suis d'accord, matchs. Mais combien il y a d'erreurs d'arbitrage? Imagine toutes ces erreurs sur lesquelles on se chambre entre supporters d'une équipe ou d'une autre. Imagine toutes ces erreurs seraient justifiées. Imagine le scandale. C'est sur des petits matchs en général qui sont pas trop suivis. Enfin, quand je tu suis dis pas sûr des matchs de Ligue Champions League. Non, mais Ligue des Champions, généralement c'est le premier tour préliminaire entre le Sheriff Tiraspol et je sais pas quelle équipe. Tu vois. Enfin, c'est un site internet qui s'appelle Arbitrage Vidéo. Je vous invite à aller le voir. Ça n'a rien à voir. La grande cause de Jérémy. Non, arbitrage vidéo. Ouais, c'est l'arbitrage, moi ça m'énerve. Il y a donc ce site qui répertorie toutes les erreurs d'arbitrage qui ont été faites dans le championnat de France. Donc l'année dernière, il y a eu 112
fautes d'arbitrage qui ont influé sur le score. Enfin, 112. après, c'est eux qui déterminent comme Là, c'est même plus des fautes d'arbitrage, on trafique pour gagner faut des préciser grosses que ça serait sommes d'argent. essentiellement en Asie, hein. Ça concerne. Il y en a en Angleterre. Il y a un des 2 matchs de Ligue des Champions qui aurait été truqué en Grande-Bretagne. Ouais, j'ai vu ça ce matin sur Sky. Donc on verra bien. En tout cas, l'Office européen de police Europol a déclaré, il nous semble clair qu'il s'agit de la plus grande enquête de tous les temps sur des matchs truqués présumés. Donc c'est le directeur d'Europol, Rob Wainwright. Quel accent anglais. Non, c'est de l'anglais au yaourt. C'est Michou. On suivra ça bien sûr dans les semaines à venir, mais ça risque de faire polémique encore. Mais ça va faire tomber beaucoup de monde. Bon, après, il va falloir trouver des preuves. Là, ouais. c'est. Moi, j'attends de voir les développements concrets. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps. C'est tombé à 11h47 ce matin dans l'équipe, donc on verra ça de près. Merci Charles Matorez de m'avoir fait découvrir cela. On parlera de la sélection de Didier Deschamps et du Zoom de week-end, mais avant ça, c'est Robowork de Daft Punk dans le débrief. C'était Roborock Daft Punk dans le débrief. Et bien sûr, le Zoom du week-end, ça se passe en Allemagne, 20e journée de Bundesliga, deuxième gros match de folie entre le Bayern Leverkusen et le Borussia Dortmund. Ouais. Très belle victoire, 3-2 des Jaunes et Noirs. Très belle victoire. J'insiste sur le trait. Ouverture du score à la 3e minute pour Marco Reus. Penalty ensuite transformé par Błaszczykowski à la 8e minute de jeu. Mon cousin. Lewandowski. 2-0. Notre cousin d'ailleurs. 2-0 à ce moment-là. Et puis réduction du score de Leverkusen après un très joli travail technique. On en reparlera de Sebastian Kessling. But de Reinhardt. Doublé de Reinhardt en plus 5 minutes plus tard. Et puis sur le coup d'envoi, Lewandowski redonne l'avantage aux siens à la 73e minute avec une sortie de Leno, le gardien de Leverkusen. À noter aussi le penalty manqué de Błaszczykowski également. Et puis le Bayern. Et puis de l'autre côté, le Bayern de Munich, quant à lui, a gagné sur la pelouse de Mayence 3-0. Un match fou.
Un match fou, Victor, entre Leverkusen et Dortmund. Qu'as-tu pensé de la prestation du Borussia? Du Borussia en particulier, non, mais déjà pour revenir sur le match, il y avait grosse intensité dans le match. On aurait pu comparer ce type d'affiche à des affiches de Première Ligue qu'il peut y avoir pendant le Boxing Day. Ouais, donc beaucoup d'intensité de part et d'autre. Très rythmé. Voilà, beaucoup de rythme. C'est le match des dauphins. Ouais, c'est ça. D'entrée, Dortmund qui écrase Leverkusen, qui leur marque 2 buts assez rapidement. Pas mal de réussite, mais en même temps, Leverkusen, j'arrête pas de dire Schalke dans ma tête, je sais pas pourquoi. Mais Leverkusen n'a quand même pas mal joué, quoi. Ils n'ont pas été en réussite face à la défense du Borussia, qui est quand même très très solide. C'est ce qui leur a permis de gagner leurs 2 titres précédents, c'est leur physique et leur force physique derrière. Donc du coup, Leverkusen, ils y arrivaient pas, quoi, mais la force collective de Dortmund, ça démarre très vite, hein. Impressionnante. 1 minute de jeu déjà 2-0. Et puis leur force collective, moi je suis toujours impressionné par cette équipe. Ils ont un jeu en triangle avec 2-3 touches extrêmement rapides et tous les joueurs qui sont quasiment tous au même niveau technique. Je crois que à mon avis c'est une équipe les plus homogènes d'Europe. Le pire c'est que quand tu vois le banc en plus, sur le banc t'as encore Grosskreutz, t'as Leitner, t'as Sahin. C'est une équipe qui a Gundogan un jeu aussi est presque d'inspiration latine leur jeu. Très très bon match de Gundogan. Quand il est arrivé l'année dernière, je pensais pas qu'il s'adapterait au temps parce que c'était plutôt un milieu offensif type 10, et puis là maintenant il a vraiment pris la place de Sahin lors du premier titre de Borussia Dortmund. Donc bon, ça permet aussi d'huiler le collectif, hein, avec Bender à côté. Tout à l'heure, c'est rare qu'en Allemagne il y ait un entraîneur allemand comme ça qui arrive à... Il y en a que 2 qui arrivent à imposer un tel style de jeu huilé, comme l'a dit Jean-Régis, en Ligue des Champions, un peu latin. Et Guardiola, j'espère pour lui qu'il n'aura pas de soucis de ce côté-là. De soucis de ce côté-là et qu'il s'intégrera de suite. Parce que s'il commence à avoir des soucis d'intégration de quelque ça, Dortmund va s'envoler devant. Mais justement, parce que c'est huilé, c'est mais fluide, Dortmund va peut-être perdre des joueurs aussi cet été. Donc ils vont peut-être prendre 60 millions. Mais justement, les Allemands ont beaucoup cherché à s'imprégner du jeu espagnol en fait, en voyant leur dernier succès sur la scène européenne et mondiale. On le voit au Bayern et même avec l'équipe nationale. Le Borussia surtout, t'as toute une génération de jeunes entraîneurs allemands comme ça qui cherchent à jouer plus de façon latine en fait. Un des plus beaux jeux d'Europe, on peut considérer comme ça. Pour moi, oui. Je suis d'accord. Plus, c'est trivial peut-être, mais il joue en fait en jaune fluo quand même. Enfin, t'as vraiment cette impression, un peu comme avec les oranges des Pays-Bas, d'avoir une marée en fait qui s'abat sur l'équipe adverse. Tu peux pas les arrêter. C'est un effectif très jeune avec des joueurs extrêmement jeunes qui courent. Une très bonne recrue aussi, c'est Marco Reus. Cet été, il s'est très vite imprégné. Il s'est très vite imprégné du jeu de Dortmund. Bon, Dortmund, on le sait, a réussi très brillamment leur qualification en Ligue des Champions pour les 8e de finale. Peuvent-ils aller je dirais pas au bout, non, mais en Ligue des Champions. En Ligue des Champions peut-être. Pourquoi pas viser le dernier carré, les demi-finales. Ils l'ont déjà gagné, de toute façon c'est dans leur ADN. Oui, mais là avec leur effectif, pour toi, je te l'affirme, oui. Avec le jeu Dortmund peut aller très loin en Champions League. Oui, ils peuvent aller loin. Moi j'aimerais vraiment voir une double confrontation avec le Barça, juste pour voir ce que ça pourrait donner en fait. Et là, ce serait le maître et l'élève quand même. Le Borussia peut-il rattraper le Bayern qui a 12 points quand même? Là clairement non. Ça va être trop dur. Donc du coup on peut se contenter d'une deuxième place du côté. C'est là qu'on voit la puissance du Bayern quand même. Ils ont pris que 7 buts depuis le début de la saison, c'est incroyable. Voit la puissance parce que Dortmund ça joue au football. Ils ont très mal démarré aussi. Ils ont fait un mauvais début de championnat et ils peinent depuis pour le rattraper. Mais bon, de toute façon, le Bayern est réellement au-dessus cette année. Le premier club champion normal en Allemagne cette année, c'est Dortmund, puisque le Bayern est réellement tellement au-dessus cette année. Ça fait quand même quelques saisons que le Bayern n'a pas gagné le titre. Borussia, on a gagné 2 titres. Après, peut-être que le mauvais début de saison de Borussia s'explique par une très grosse activité en Ligue des Champions en phase de poule. Je suis d'accord. C'était Wolfsburg, non, le champion précédent, non? Je sais plus sûr. Non, c'est 2 fois à Dortmund, non? Oui. Non, mais avant ça, et avant il y avait Wolfsburg. Je crois que ça fait vraiment longtemps que le Bayern n'a pas gagné le titre, quoi. Donc effectivement pour eux c'est. Et bah justement, il y a pas mal de joueurs dans l'équipe allemande, dans l'équipe de Borussia, comme Marco Reus, Hummels. Ça va jouer contre l'équipe de France mercredi. Puis bien sûr dans le Billy Götze, dans l'équipe du Bayern Munich, il y a Schweinsteiger, il est blessé, Toni Kroos, Müller. Il y a une grosse équipe d'Allemagne. Est-ce qu'on a l'équipe de France a peur pour mercredi? Après son match contre l'Espagne, je pense pas qu'elle ait peur. Puis on les a battus, il me semble. Il manquait beaucoup de monde. Un but de Giroud. 2 buts à 1, but de Malouda et but de Giroud. Ouais, mais quand même avec Marco Reus, la France pour moi est Gomez et compagnie, ça peut faire mal au Stade de France. Pour moi, la France est inférieure à l'Allemagne.
Mais je pense qu'après ces matchs contre l'Italie et contre l'Espagne, ils ont un coup à jouer, même si c'est qu'un match amical, et ils se doivent de leur rentrer dedans à l'image d'un joueur qui se dévoile, c'est Moussa Sissoko. Ils doivent tous s'inspirer de lui pour moi et rentrer dans l'Allemagne comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps contre l'Espagne. En tout cas, du côté de la Bundesliga, un très très beau match. Ça fait plaisir de voir des matchs comme ça. Oui, Borussia Dortmund qui gagne le titre de champion en 2012-2011 et le Bayern en 2010, Wolfsburg en 2009 et puis Bayern en 2008. Je fais rêver Stuttgart. Dortmund accueillera Hambourg lors de la prochaine journée, alors que le Bayern, écoutez messieurs, le Bayern de Munich recevra Schalke 04 avec Michel Bastos qui a mis une grosse bastos ce magnifique le but. Ça va être compliqué pour Bayern ou je sais pas, ils ont perdu contre Greuther Fürth là. J'ai du mal à penser, excusez-moi. Comment voulez-vous que ce soit compliqué contre le Bayern? Donc on verra tout ça. En tout cas, un petit tour sur les terres d'Afrique, messieurs, maintenant. It's time for Africa. Et oui, les résultats, nous les connaissons, les demi-finales, la défaite de la Côte d'Ivoire de Sabri Lamouchi aux dépens du Nigeria en quart de finale, 2-1. C'est terminé pour la Côte d'Ivoire, juste un petit mot. Mérité. Didier Drogba ne la gagnera jamais. Si, il a pas dit qu'il voulait jouer encore une dernière CAN. J'ai entendu ça ce matin. Pour l'instant, il ne l'a toujours pas gagné. C'est frustrant quand même d'avoir un tel effectif. Oui, il a aussi dit qu'il voulait jouer la prochaine Coupe du Monde. De toute façon, à chaque fois, la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Mais alors le match était indigent hier. Il méritait absolument pas de passer. Moi, j'ai vu le match. J'ai vu le match aussi. Avec une catastrophique. Patate déméniquée. Alors, entre ça et Marseille-Nancy, vous avez dû faire plaisir les mecs. Et Méniqué, joueur du Spartak Moscou, mais Barikopa, ce trou, non, on peut dire ça comme ça. C'est ses ballons. La balle flotte, elle est 138 km/h. Le coup franc, à mon avis. On en reparlera la semaine prochaine parce que la finale a lieu dimanche. Mais en tout cas, je vous donne juste les résultats. Le Burkina Faso a eu du mal à venir à bout du Togo. But à la 105e minute du Rennais Jonathan Pitroipa. Match d'une tristesse aussi. Ouais, le Ghana, on a dit que le football africain. Non, mais avec une pelouse mais indigne d'une grande compétition, quoi. C'était du sable. Ils ont joué sur du sable. Digne de la CAN, tu veux dire. Oui. C'est un peu la même mais chose. c'était catastrophique. Le Ghana avec un doublé de Moubarak élimine les requins bleus du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a montré un beau visage quand même lors de cette compétition. Première compétition, ça restera quand même le Cap-Vert, je vous le dis, mon coup de cœur. Les requins bleus, car ils ont montré de très très bonnes choses, notamment avec un Platini. Ah oui, c'est vrai. Platini que je me rappellerai. Et puis bien sûr le pays hôte, triste nouvelle pour l'Afrique du Sud, éliminé par le Mali au tir au but, un partout avant la séance de penalty. Ça serait beau que le Mali le gagne, non? Dans le climat actuel qu'est le pays, ça serait vraiment beau. Le programme ne méritait pas de passer non plus. Le programme pour les demi-finales, Mali qui reçoit Nigeria et Ghana contre le Burkina Faso. Les rencontres se jouent donc mercredi, la finale dimanche. Un pronostic, qui en finale? Qui voyez-vous en finale? Ghana. Donc Ghana qui gagne contre le Burkina et après Mali-Nigeria. Moi j'aime bien le Burkina Faso. C'est ouvert, Nigeria. J'aimerais bien le Mali au cœur quand même. Je les vois bien gagner au cœur. Si Mali gagne, ils ont un peuple derrière eux à relever quand même. Si le Mali gagne, c'est énorme. Ouais, moi je pense qu'ils vont se servir de cette force, de ce peuple qui a été méprisé récemment. Je pense que ça peut leur donner plus qu'une force même. Bon après le Nigeria, on l'a vu contre. C'est solide. Voilà, c'est solide. Et puis ils ont cette expérience d'aller loin en CAN. En tout cas, on reparlera de la finale lundi prochain. Je ne sais pas. Moi je vois bien le Burkina quand même. Avec Charles Caporé en on ne sait pas qui ça va être. Buteur décisif. Donc on verra tout ça et puis il n'y a pas de corruption dans la CAN. De corruption peut-être, mais ça se trouve France Football va faire une dans 10 ans, on saura pas. La sélection de l'équipe de France, on va en débattre sur les surprises et bien sûr les absents de Didier Deschamps. Il a communiqué les 23 jeudi dernier pour le match amical contre l'Allemagne, donc au Stade de France mercredi soir. Alessandrini fait son entrée dans la liste, on l'écoute. Non, c'est beau, je suis vraiment fier de rendre heureux mes proches et c'était ça le plus important. Je sais pas, je me dis que c'était pas pour moi quoi. Quand je vois la liste après, je suis entouré de Benzema, de Ribéry, de Valbuena, de Patrice Evra et tout ça, donc c'est... Ouais, y a pas de mots. C'est vrai, quand tu vois Patrice Evra, ça fait bizarre. Hein. Y a pas de mots. Romain Alessandrini, quelques minutes après l'annonce des 23 Didier Deschamps, une réelle surprise, Romain Alessandrini, le Rennais. C'est une revue d'effectifs. Bon, ouais, pas vraiment une surprise. Logique. Mais bon, c'est pas non plus logique, mais bon, pourquoi pas après tout. Bon, il a mis quand même pas mal de beaux buts. C'est sûrement le meilleur milieu gauche après Franck Ribéry en ce moment. Donc pour faire la doublure. Oui, moi je crois que sa place n'est pas usurpée. Il a fait un gros début de saison, il a mis des buts importants et puis à son poste, il n'y a pas tellement de monde à part Ribéry. Hein, pour moi, là où Deschamps est malin, on connaît son caractère, Menez. Pour moi, là où Deschamps est malin, c'est qu'il y a encore pas mal de temps avant. Lui, il t'a flingué. Il y a encore pas mal de temps avant la Coupe du Monde.
Il fait une revue d'effectifs. Oui, il fait une revue d'effectifs et surtout il fait gagner de l'expérience à des jeunes joueurs qui n'en ont pas du tout. Des jeunes joueurs qui peut-être seront bien mûrs pour la Coupe du Monde. Ouais. Il a pris Raphaël Varane blessé ce week-end et donc du coup il a rappelé Yanga Mbiwa. Donc malheureusement Raphaël Varane ne connaîtra Mais pas il a toujours sa pas appelé première, Aliadière. sa première Il fait sélection. une belle saison quand même. Avec 9 buts et 7 passes décisives. Jérémy Aliadière. Ouais, mais pourquoi pas du coup d'autres joueurs talentueux de Ligue 1 comme Yohan Gouffran ou c'est vrai, on d'autres pourrait en prendre plein, c'est ça qui est marrant. Dans ce cas-là, ouais, mais sauf que Jérémy Aliadière ne fait pas a une priori, de toute saison façon, complète. c'est pour rester sur le banc. On pouvait aussi appeler Paul Pogba, qui fait la une des journaux en c'est Italie. peut-être un peu trop tôt pour lui. Ouais, faut laisser, Je crois qu'il attend encore un peu. Faut laisser se tasser Pogba. Pas qu'il prenne la grosse tête. Une question, Julien Ferret aussi, qui est très intéressant avec Rennes. Il est un peu vieux, non? Il a pas 27-28? Ça fait... Non, il a 30 ans. Je pense pas qu'il honnêtement, j'ai du mal à penser qu'il aurait les épaules. Il pourra encore postuler une place en équipe de France. pense pas qu'il aurait je crois pas dans la logique de Deschamps qui veut s'appuyer sur un groupe qu'il aura constitué depuis un moment et avec l'âge qu'il a. Moi, je suis le premier à adorer ce joueur, mais je crois pas qu'il s'inscrive dans le projet de Deschamps en équipe de France. Non, mais il faut quand même avoir des épaules pour tenir le jeu de l'équipe de France. Jouer en 10 et tout, ils avaient quand même une certaine tradition à reprendre. Moi, je pense pas qu'il ait une. Surtout qu'il a mis un certain temps à s'imposer dans le haut niveau déjà, en Ligue 1. Donc, Sagna de retour aussi aux dépens de Christophe Jallet. Logique, ça c'est triste. C'est logique. Ça, on s'en remettra. Hein. C'est logique. Mais c'est bien capillairement pour toi, c'est un type qui est titulaire. C'est plus de cheveux que Jallet déjà. Dans un plus grand championnat. Et qui revient bien en plus. Qui revient bien, qui a l'habitude des grandes rencontres. Voilà, pour moi, c'est logique. Et puis Ruffier, absent aussi, on parle de troisième gardien entre Landreau qui a changé de club ça fait un moment. Cet hiver. Pareil pour Carasso. Pourquoi ne pas prendre Ruffier par exemple? Il prend Michael Landreau. Un homme de vestiaire. Oui, un homme de vestiaire. Oui, pour moi, c'est exactement ça. Expérience. Il prend pas Ruffier, il prend pas Jallet, il prend pas Balmont. Il prend un cadre, il prend un cadre pour tenir. En tout cas, l'équipe de France affronte l'Allemagne avec cet effectif-là, avec Moussa Sissoko, Matuidi, Cabaye au milieu de terrain qui peuvent apporter. Un gros milieu de terrain quand même. Benzema, Ribéry, Menez, ça peut. Il manque à créatif quand même. Votre pronostic sur France-Allemagne, Jacques? Ouais. Mais c'est lui. Allemagne. Allemagne, c'est dire. Victor, pronostic sur France-Allemagne. Je m'en fous un peu. Les amicaux comme ça, je suis désolé. Jérémy? Je regarderai. Si on reste sur les mêmes performances, allez, la France. Et Jean-Régis? Chauvin comme tu es. Ouais, je risque la sanction du CSA, mais pour moi, pas de match amical face aux Allemands. Ouh là 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 là. Bravo. Ça sent la mise en Qu'on demeure. les tombe. Ça doit de me faire virer. François et Angela, ça va pas aller là. Moi, je dis grosse victoire des Bleus, 3-1. Je vois une victoire moi aussi. Face aux Allemands. En tout cas, on verra ça lundi prochain. Nous terminons cette émission par notre jeu, bien sûr, incontournable. C'est la culture footballistique. Le perdant, vous le savez, mettra le maillot de Sochaux, le portera la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est Jérémy qui le porte. Mais qui le portera la semaine prochaine? Vous allez me citer les pays organisateurs de la Coupe du Monde. Les pays organisateurs de la Coupe du Monde facile, ça. Depuis 1930. C'est parti. Je vais commencer par ma droite, parce que je commence toujours par le perdant. Jérémy, c'est parti. La France? La France, oui, 2 fois. Italie, oui. L'Uruguay. Uruguay, oui. Mexique, oui. Brésil, oui, en 2014. Oui. Uruguay. Déjà dit. Mais ils l'ont organisé 2 fois. J'ai pas suivi en plus. C'est parce que j'ai pas écouté. La faute, le tacle. En tout cas, Jérémy éliminé, tu porteras le. Et bien toute la matinée, tu arriveras à l'école avec. Et il te va bien. Tu arriveras à l'école avec. Mais le perdant de la semaine dernière ne l'a pas porté. Ouais, mais je m'en fous. C'est ta faute, tu l'avais oublié. C'est toi le nouveau. Attends, c'est ta faute. il y a Jacques et Tania qui trichent sur un jeu, on leur dit rien. C'est même pas vrai. J'aurais été déclaré vainqueur la semaine dernière et je porte le maillot. C'est toujours de la faute des arbitres avec vous, monsieur Joubert. Mais c'est vrai. Attends, on fait un jeu. Un homme est innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité. Non, mais ça, c'est les citations corse. Il te va comme un gant, on dirait David Sauger. Franchement, tu es beau. Merci, c'est beau. Jean-Régis. J'en avais un. Les États-Unis. Les États-Unis, oui, en 1994. Victor. Le Chili. Le Chili, En c'est 62. oui, en 1962. Jacques. Corée-Japon. Corée-Japon, oui, 2002. Triste nouvelle pour l'équipe de France. Afrique du Sud. Afrique du Sud, oui, 2010. Jean-Régis. L'Angleterre. L'Angleterre, oui, en 68. La Suède en 1958. Oui. Allemagne. Oui, c'est bon, 2006. Ouais. 2006, puis la RFA en 1974. L'Argentine. L'Argentine, c'est oui, 1978. Jean-Régis. Qu'est-ce qui reste Vous pouvez voir l'avenir. Hein. Essaye le Burkina Faso.
pouvez voir l'avenir. On peut voir l'avenir. Top terminé pour Jean-Gis. Victor. Du coup, la Russie. La Russie, oui, 2018. Qatar 2022, Charles. Ah ouais, déjà organisé, les gars. La Macédoine. La Macédoine. L'Espagne. Éliminée. L'Espagne. Victor. Ah mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il en reste deux. Attends. Je réfléchis. Non, ça va pas durer très longtemps. Ouais. Jacques, La Corse. La Corse, c'est faux. Et bah moi je dis que le gagnant c'est Victor et Jacques, parce que voilà. vous n'avez pas trouvé. Et il en avait deux. La Suisse en 1954. Ah mais je me demandais en 54 qui c'était. Vainqueur la RFA. Et puis l'Espagne, il l'a dit. Je l'ai dit. Et 1982. Victoire de l'Italie. Enfin bon, on verra ça. Ah la glorieuse Italie. Fin de l'émission. Jérémy portera Qatar le maillot de Sochaux la semaine prochaine. Hein. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage à tous, vraiment. Rendez-vous lundi prochain. Puis pendant ce temps-là, retrouvez-nous sur notre page Facebook, likez, partagez, n'hésitez pas. Vous êtes plus de 150. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. C'était le débrief.